L'odeur amère d'amande a frappé mes narines juste au moment où ma belle-fille, Rachel, affichait ce sourire étudié, celui qu'elle avait perfectionné en 12 ans de mariage avec mon fils, David. Mais ma petite fille de 7 ans, Léa, avait déjà interverti nos tasses de café quand Rachel s'est tournée pour prendre le sucrier. 3 heures plus tard, Rachel était en soins intensifs sous respirateur, tandis que j'étais assise au commissariat, expliquant calmement comment j'avais survécu à ce qui aurait été mon 3e empoisonnement accidentel en 6 mois. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Permettez-moi de revenir en arrière et de vous raconter comment une prof de chimie retraitée de 72 ans s'est retrouvée dans une partie d'échecs à mort avec la femme que mon fils a choisi d'épouser. Il y a 6 mois, je vivais confortablement dans ma maison de 4 chambres à coucher dans les Yvelines, celle que mon défunt mari, Alain, et moi avons achetée en 1979 pour 500 000 francs, environ 76 000 €, équivaut maintenant 2,5 millions d'euros. J'avais mon jardin, mon club de lecture, mon bénévolat à l'hôpital et ce que je pensais être une relation aimante avec mon unique enfant, David, et sa famille. Les liens du sang sont plus forts que l'eau, mais apparemment pas plus forts que l'argent quand il y a des millions en jeu. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu un mardi matin de mars, quand j'ai trouvé David dans mon bureau, photographiant mes documents financiers avec son téléphone. « Maman, tu m'as fait peur », a-t-il dit, en remettant rapidement des papiers dans mon classeur. « Rachel m'a demandé de prendre tes informations d'assurance pour ce rendez-vous chez le médecin que tu as. » Je n'avais pas de rendez-vous chez le médecin. Quand je l'ai fait remarquer, il a ri nerveusement et a dit qu'il avait du mal comprendre. Cet après-midi-là, j'ai changé les serrures de mon classeur et j'ai transféré mes documents importants dans un coffre-fort à la Société Générale sur la rue de Rivoli. Voici ce qu'il en est avec les enfants adultes qui décident que leurs parents ont vécu assez longtemps. Ils pensent toujours qu'ils sont plus intelligents que la génération qui les a élevés. David a commencé à appeler quotidiennement, non pas pour bavarder, mais pour m'interroger sur ma santé. « Maman, tu semblais confuse hier. As-tu pris tes médicaments ? Je prends un comprimé pour la tension artérielle et une vitamine quotidienne. » Rachel a commencé à passer à l'improviste avec des tisanes et des soupes faites maison. « Tu dois garder des forces, Marguerite, » disait-elle d'une voix mielleuse, me regardant avec impatience prendre la première gorgée. La première tentative d'empoisonnement était presque risiblement amateur. Le 18 avril, Rachel a apporté sa soupe aux champignons spéciale, insistant pour que je la mange tant qu'elle était chaude. La texture était granuleuse, inhabituelle pour ces bisques généralement lisses. J'ai fait semblant de manger avec enthousiasme, tout en déposant chaque cuillerée dans la fougère en pot à côté de ma table de cuisine. Cette fougère était morte en 48 heures. J'ai fait analyser le reste de la soupe par mon amie, le docteur Janine Dubois, au laboratoire de l'hôpital. Elle contenait suffisamment d'amanita phalloïde pour bloquer mon foie en quelques jours. Mais ce n'est même pas le pire. La même semaine, j'ai découvert que David avait rendu visite à des avocats spécialisés dans le droit des aînés, en particulier ceux qui se spécialisent dans les procédures de tutelle. Ma voisine, Brigitte, qui travaille comme assistante juridique chez Lefebvre et Associés, l'a reconnu dans leur salle d'attente et a trouvé cela étrange, car David a son propre avocat. Elle l'a mentionné avec désinvolture lors de notre groupe de marche du jeudi matin, sans savoir qu'elle me sauvait potentiellement la vie. J'ai commencé à tout enregistrer, chaque conversation, chaque visite. L'enregistreur numérique que j'ai acheté à la Fnac pour 49,99 € est devenu mon compagnon constant, caché dans ma poche ou glissé derrière des cadres photos. Ce que j'ai capturé au cours des 2 mois suivants vous glacerait le sang. Rachel au téléphone avec quelqu'un nommé Vincent. Elle est plus coriace qu'on ne le pensait. Il faut augmenter la dose. David a son partenaire commercial. Une fois qu'on aura la procuration, on pourra tout liquider. La maison à elle seule remboursera mes dettes. À mon âge, on apprend que la panique est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Au lieu de cela, je suis devenue stratégique. J'ai transféré le titre de propriété de la maison à une fiducie irrévocable avec la fille de mon amie Martine, l'avocate Sophie Dubois, comme administratrice. J'ai transféré 1 800 000 € sur des comptes auxquels David ne pouvait pas accéder, même s'il obtenait une procuration. J'ai également commencé ma propre enquête sur la situation financière de mon fils. Il s'avère que son entreprise, Solutions Premium SARL, perdait de l'argent à flot.
Il devait 847 000 € à divers créanciers et le cachait à Rachel, qui avait ses propres secrets, une dépendance au jeu qui avait vidé leurs économies et épuisé 17 cartes de crédit. La deuxième tentative d'empoisonnement est passée par mes médicaments. Rachel s'est portée volontaire pour aller chercher le renouvellement de mon ordonnance à la pharmacie, une belle fille si attentionnée. Heureusement, 37 ans d'enseignement de la chimie m'avaient donné une saine paranoïa à propos des substances. J'ai testé les pilules à l'aide d'un kit que j'ai commandé sur Amazon. Le médicament contre la tension artérielle avait été remplacé par de la digoxine, suffisamment pour provoquer une arythmie cardiaque mortelle. J'ai continué à prendre le médicament, mais j'avalais en fait des comprimés de sucre que j'avais substitués, tout en documentant tout avec des photos et des résultats de laboratoire. Ils pensaient que j'étais juste une vieille femme impuissante, probablement parce que j'avais commencé à jouer le rôle. J'ai commencé à oublier des noms, à répéter des histoires, à laisser la cuisinière allumée, quand il me surveillait. Les yeux de David s'illuminaient chaque fois que je montrais de la confusion. « Maman, je suis inquiet que tu vives seule » est devenu son refrain constant. Il n'a pas remarqué que ma confusion ne se produisait que quand lui ou Rachel étaient là, ou que mes voisins me voyaient vivre comme jamais pendant nos parties de belote. Mai s'est transformé en juin et leur désespoir est devenu palpable. La taxe foncière de la maison, qui s'élevait à 31 000 €, était due, et je savais que David ne pouvait pas la payer sans mon aide. Il comptait sur le fait d'avoir le contrôle de mes finances, à présent. Rachel a commencé à amener Léa plus souvent, utilisant mon amour pour ma petite fille comme une arme. « Léa a besoin de sa grand-mère », disait-elle, tout en disant simultanément à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que je montrais des signes de démence. La troisième tentative, celle qui aurait réussi, était élégamment planifiée. Ils m'avaient invité à un dîner de famille chez eux sur l'avenue des Lilas, un événement rare, car Rachel prétendait habituellement être trop occupée. La table était mise avec la belle porcelaine, des bougies vacillaient, Léa portait sa robe violette préférée. On aurait dit un dîner d'adieu, et d'une certaine manière, c'en était un. J'ai regardé Rachel préparer le café avec une attention inhabituelle. Elle a envoyé David vérifier quelque chose à l'étage, et Léa se lavait les mains, encore une fois. Pendant ces 30 secondes seule avec les tasses, elle a bougé avec une efficacité pratique, la poudre se dissolvant instantanément dans le café noir que, elle savait, je préférais. Elle l'a même remué avec son doigt pour s'assurer qu'il ne restait aucun résidu, sans savoir que je regardais dans le reflet de la vitrine de la salle à manger. Quand elle s'est tournée pour prendre le sucrier sur le comptoir derrière elle, Léa est apparue comme un petit fantôme dans l'embrasure de la porte. 7 ans, mais ses yeux, les yeux d'Alain, ne manquaient rien. Elle m'a regardée, les tasses, le dos tourné de sa mère. Sans un mot, elle les a intervertis, ses petites mains rapides et sûres. Puis elle est montée sur sa chaise, comme si de rien n'était. « Du café, Marguerite ?» a demandé Rachel, en plaçant la tasse devant moi avec ce sourire étudié. « Merci, ma chérie », ai-je répondu, en enroulant mes mains autour de la céramique chaude, mais sans la porter à mes lèvres. Rachel s'est assise avec sa propre tasse, anciennement la mienne, et a pris une grande gorgée immédiatement. Je l'ai fait fort, comme tu l'aimes. Une autre gorgée. David est revenu, se plaignant d'un robinet qui fuyait. Nous avons parlé du temps qu'il faisait, du prochain récital de danse de Léa, du nouveau centre commercial en construction en centre-ville. Rachel a terminé la moitié de sa tasse avant que les premiers symptômes n'apparaissent. Son visage a rougi d'abord, rouge vif, comme si elle avait reçu une gifle. « Il fait chaud ici, non ?» a-t-elle demandé, en tirant sur son col. Puis sont venus les tremblements, subtils au début, sa main tremblant alors qu'elle attrapait son verre d'eau. Le verre a glissé, se brisant sur le parquet. « Je ne me sens pas. » Elle s'est levée brusquement, a vacillé et s'est effondrée, son corps en convulsion. David a crié. Léa est restée parfaitement immobile, regardant sa mère se tordre sur le sol avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage d'un enfant, une satisfaction froide. J'ai appelé le 112, ma voix calme et claire. Ma belle-fille a une sorte de crise. 1847, avenue des Lilas. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Puis je me suis agenouillée à côté de Rachel, non pas pour l'aider, mais pour lui murmurer à l'oreille. « Ça fait quoi ?» Les ambulanciers sont arrivés en 6 minutes. Je leur ai tendu la tasse de café en prenant soin de préserver les empreintes digitales. Elle buvait ça quand c'est arrivé. Ai-je dit. Vous devriez probablement la faire analyser.
David est monté dans l'ambulance, laissant Léa avec moi. Dès qu'ils sont partis, elle a parlé pour la première fois. « Mamie, je savais ce qu'elle faisait. Je l'ai entendue au téléphone avec cet homme, Vincent. Elle a dit que tu serais partie ce soir. » 43 ans de maternité, et voilà à quoi ça a abouti. Mon propre fils essayant de m'assassiner pour de l'argent. La police s'est montrée très intéressée par mes enregistrements, en particulier ceux où Rachel discutait des dosages avec Vincent, qui s'est avéré être son dealer à plus d'un titre. Le laboratoire a trouvé suffisamment de strychnine dans ce café pour tuer un cheval. Rachel a survécu, mais avec des dommages neurologiques permanents. Elle passera les 25 prochaines années à la prison de femmes de Fleury-Mérogis, en supposant qu'elle vive aussi longtemps avec ses complications. David a été arrêté 2 jours plus tard à l'aéroport Charles de Gaulle, alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol pour le Costa Rica avec 73 000 € en espèces qu'il avait empruntés à ce qu'il pensait être des prêteurs privés, mais qui étaient en fait des agents infiltrés du FBI, que la fille de mon amie Martine m'avait mis en contact avec. Il s'avère que je n'étais pas le seul parent âgé que David et Rachel avaient tenté d'éliminer. Vincent avait déjà avoué 3 autres stratagèmes similaires, tous ciblant des personnes âgées fortunées par le biais de leurs enfants adultes. À mon âge, on pourrait penser que la trahison ferait moins mal, qu'on serait trop fatigué pour en ressentir tout le poids. Mais découvrir que votre enfant unique accorde plus de valeur à votre compte bancaire qu'à votre rythme cardiaque, c'est une douleur qui transcende l'âge. Ils m'ont jeté comme un déchet, ont planifié mon élimination comme si j'étais un vieil appareil qui avait dépassé sa durée de vie utile. Ce qui est drôle, c'est que si David avait simplement demandé de l'aide, m'avait parlé de ses dettes, je lui aurais donné l'argent. Pas tout, mais assez pour le sauver. L'orgueil et la cupidité rendent les gens stupides. J'ai la garde de Léa maintenant. Le tribunal a tranché rapidement après avoir entendu les enregistrements et vu les preuves. Elle suit une thérapie, bien sûr, mais le docteur Martin dit qu'elle est remarquablement résiliente. Nous avons planté un nouveau jardin ensemble, là où se trouvait cette fougère empoisonnée. Elle a choisi des tournesols parce que ils font toujours face à la lumière, mamie. Elle m'apprend des choses que je pensais savoir sur la survie et le choix de ceux qui méritent votre loyauté. La maison est plus calme maintenant, mais pas vide. Brigitte vient prendre un café tous les matins, un café que je fais moi-même. Merci beaucoup. La fille de Martine, Sophie, prend des nouvelles chaque semaine, non pas en tant qu'avocate, mais en tant que quelqu'un qui est devenu comme la fille que j'aurais dû avoir. Les dames du club de lecture se sont transformées en une équipe de protection féroce, plaisantant en disant qu'elles sont mon service de sécurité. Madame Chen, qui habite à 2 maisons d'ici, m'a appris à faire de vrais raviolis chinois, pas ceux congelés que Rachel avait l'habitude d'apporter. La vie à 72 ans n'est pas ce que j'avais prévu, mais elle est authentique d'une manière qu'elle ne l'a jamais été auparavant. J'ai gardé la chambre d'enfant de David exactement comme elle était, non pas par sentimentalisme, mais comme un rappel. Ces insignes de scout sont toujours accrochés au mur, dignes de confiance, loyal, serviable. Toutes les choses qu'il a oubliées comment être. Parfois, Léa va là-dedans et regarde des photos de son père quand il était enfant. « Était-il bon alors, mamie ?» demande-t-elle. Je lui dis la vérité. Il l'était, ma chérie. Les gens changent, pas toujours pour le mieux. Les conséquences financières ont été intéressantes. Puisque les actions de David et Rachel étaient criminelles, leurs dettes ne pouvaient pas toucher à mes biens. La maison reste dans la fiducie, protégée pour l'avenir de Léa. J'ai liquidé certains investissements, en créant des fonds éducatifs auxquels aucun des parents ne peut accéder, même lorsque David sortira de prison dans 15 à 20 ans. Les 2,3 millions d'euros pour lesquels ils ont essayé de me tuer valent maintenant environ 2,7 millions d'euros grâce à certaines décisions intelligentes que Sophie a suggérées. C'est drôle comme votre raisonnement financier devient clair quand vous n'êtes pas lentement empoisonné. La mère de Rachel m'a appelé de Floride la semaine dernière. « Comment as-tu pu faire ça à ma fille ?» a-t-elle gémi. Je lui ai rappelé que sa fille avait essayé de m'assassiner 3 fois, qu'il y avait des enregistrements, des résultats de laboratoire, des témoins. « Mais c'est une mère !» a-t-elle crié, comme si le fait de donner naissance vous absolvait d'une tentative de meurtre. J'ai raccroché. Certaines conversations ne valent pas la peine d'être tenues. Les gens me demandent si je pardonne à David. Le pardon implique que la relation peut être réparée, que la confiance peut être reconstruite. On ne peut pas reconstruire quelque chose qui s'est révélé n'avoir jamais existé. Ce que j'avais avec David n'était pas une relation.
C'était une longue escroquerie qui a commencé le jour où il a appris son héritage. Le fils que j'aimais, celui que je pensais avoir élevé, soit n'a jamais existé, soit est mort quelque part en cours de route, probablement noyé dans les dettes et le désespoir. Vincent a été condamné à 30 ans le mois dernier. Il avait une liste de 17 noms, tous des personnes âgées avec des actifs substantiels et des enfants adultes décevants. Le mien était encerclé en rouge avec la mention « urgent » à côté. Le procureur m'a qualifiée de courageuse pour avoir témoigné. Je ne suis pas courageuse, je suis en colère. Il y a une différence. La bravoure, c'est faire face au danger malgré la peur. La colère, c'est faire face au danger parce que quelqu'un a essayé de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Non seulement mon argent, mais mes années restantes, ma chance de voir Léa obtenir son diplôme, se marier, avoir ses propres enfants. Le rétablissement n'a pas été seulement juridique et financier. Les effets physiques des 2 premières tentatives d'empoisonnement persistent. Mon foie fonctionne à environ 80% maintenant, et j'ai une neuropathie périphérique dans les pieds à cause de la digoxine. Mais je suis vivante, ce qui est plus que ce que Rachel et David avaient prévu. Chaque matin, quand mes pieds touchent le sol, je me souviens qu'ils voulaient que je sois sous terre à présent. C'est en fait assez motivant. Léa m'a demandé hier si j'étais triste que papa soit en prison. Je lui ai dit une autre vérité. Je suis triste de ce que ton papa est devenu, mais je ne suis pas triste qu'il subisse les conséquences. Elle a hoché la tête, comprenant plus que ce qu'une enfant de 7 ans devrait avoir à comprendre. Il a fait de mauvais choix, a-t-elle dit solennellement. De très mauvais choix. No, puis elle a demandé si nous pouvions faire des cookies aux pépites de chocolat. Et juste comme ça, nous étions à nouveau grand-mère et petite-fille, pas survivantes et témoins. L'ironie ne m'échappe pas. David et Rachel ont passé 6 mois à planifier ma mort, à engager de l'aide, à acheter des poisons, à consulter des avocats. Ils ont dépensé des milliers d'euros qu'ils n'avaient pas pour ce stratagème. S'ils avaient mis la moitié de cet effort dans de vrais emplois ou des affaires honnêtes, ils n'auraient pas eu besoin de mon argent. Mais c'est ça avec les gens qui choisissent le meurtre plutôt que le travail. Ils pensent toujours qu'ils prennent le chemin le plus facile. Mon testament a été réécrit. Léa reçoit tout quand elle aura 25 ans, mais c'est structuré dans une fiducie qui libère des fonds progressivement. L'université à 18 ans, un acompte pour une maison à 25 ans, le reste à 35 ans. S'il m'arrive quelque chose avant cela, Sophie Dubois et Martine Philippe sont co-administratrices. Pas un sou ne passera jamais entre les mains de David, même s'il me survit. La loi pourrait le libérer un jour, mais je n'y suis pas obligée. Parfois, je passe devant l'ancienne maison de Rachel et David sur l'avenue des Lilas. De nouvelles familles y vivent maintenant, les Dubois, des gens gentils avec des jumeaux. Ils l'ont peinte en jaune, la couleur la moins préférée de Rachel. La cuisine où elle a empoisonné mon café est maintenant ensoleillée et lumineuse. Madame Dubois me fait signe quand elle me voit, sans connaître l'histoire de son coin repas. C'est probablement mieux ainsi. Voici ce que j'ai appris à 72 ans. La famille, ce n'est pas le sang, c'est un choix. Les gens qui choisissent de vous protéger, de vous soutenir, de vous croire, c'est ça votre vraie famille. Brigitte, qui a remarqué David chez cette cabinet d'avocats. Janine, qui a testé cette soupe sans poser de questions. Sophie, qui a rendu mes biens intouchables. Madame Chen, qui m'a appris que recommencer n'a pas de limite d'âge. Même la petite Léa, qui a choisi la vie de sa grand-mère plutôt que le plan de sa mère. Ce sont mes gens maintenant. Le jardin est florissant. Ces tournesols que Léa a plantés sont devenus plus grands que nous deux, leurs visages suivant le soleil comme elle l'avait promis. Nous en avons pressé quelques-uns pour son projet scolaire sur la résilience. Son professeur ne savait pas trop quoi penser de la présentation d'une enfant de 7 ans sur comment les plantes et les gens survivent dans des environnements toxiques, mais elle a eu un 20 sur 20. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre, mais parfois elle s'éloigne du poison et trouve un meilleur sol. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de David en prison. Je ne l'ai pas ouverte. Sophie a proposé de la lire d'abord, de la filtrer pour détecter toute manipulation ou menace, mais j'ai refusé. Il n'y a rien qu'il puisse dire qui importerait maintenant. Le fils qui aurait eu quelque chose qui valait la peine d'être dit ne serait pas en prison pour avoir tenté d'assassiner sa mère. J'ai utilisé l'enveloppe pour tester le nouveau destructeur de documents que j'ai acheté. Il fonctionne parfaitement. Il pensait que j'étais juste une vieille femme impuissante, trop âgée et confiante pour voir la vérité. Ils ont oublié que j'avais passé 37 ans à enseigner la chimie,
à reconnaître les réactions dangereuses avant qu'elles n'explosent. Ils ont oublié que j'avais enterré un mari, survécu au cancer, élevé un enfant seul pendant des années après la mort d'Alain. Ils ont oublié que vieux ne veut pas dire stupide, que les cheveux gris n'indiquent pas un esprit grisonnant. Plus important encore, ils ont oublié que les mères remarquent tout, même quand leurs enfants ont 45 ans et qu'ils complotent un meurtre. La cafetière est toujours sur mon comptoir, la même que ce soir-là. Je l'utilise tous les matins, un petit acte de défi. Rachel a essayé de transformer mon réconfort quotidien en une arme, mais je l'ai récupérée. Chaque tasse est une petite victoire, un rappel que je suis toujours là malgré leurs efforts. Léa boit du chocolat chaud dedans, balançant ses jambes à la table de la cuisine, en sécurité d'une manière qu'elle ne l'était pas auparavant. Nous sommes toutes les deux libres maintenant, libérées par son courage et mon refus de mourir selon leur plan. L'histoire a fait les manchettes, bien sûr. Une femme âgée survit à un complot d'assassinat par son fils et sa belle-fille. Les journalistes voulaient tous se concentrer sur la tragédie de la trahison familiale, mais je les ai réorientés vers les statistiques sur la maltraitance des aînés, vers les milliers de personnes âgées qui ne survivent pas à la cupidité de leurs enfants. Mes 15 minutes de gloire sont devenues une plateforme pour plaider en faveur de meilleures lois de protection, de signalement obligatoire, de peines plus sévères. La peine de Rachel était en fait l'une des plus sévères jamais prononcées pour tentative d'assassinat par maltraitance d'une personne âgée dans l'État de New York. Bien. Certaines personnes disent que je devrais me sentir coupable de l'état de Rachel, des tremblements permanents et des dommages cognitifs causés par la strychnine. Je ne me sens pas coupable. Elle a choisi le poison, préparé la dose, l'a servi avec un sourire. Qu'il ait fini dans son système au lieu du mien est une justice, pas une tragédie. L'univers a parfois le sens de l'humour noir, mais de l'humour néanmoins. Elle ne peut plus tenir une tasse de café stablement. Il y a de la poésie là-dedans. Léa commence le CE1 le mois prochain. Son professeur a renvoyé une note à la maison concernant son intelligence émotionnelle remarquablement avancée. J'avais envie de répondre « Ça arrive quand on sauve sa grand-mère d'un meurtre », mais j'ai juste signé l'autorisation pour le groupe de lecture avancé à la place. Elle ne parle pas beaucoup de ses parents, mais quand elle le fait, c'est factuel. « Ils sont en punition pour les adultes », dit-elle. « Une très longue punition. Je lui enseigne la chimie maintenant. Des choses simples comme la façon dont le bicarbonate de soude et le vinaigre réagissent. Pourquoi l'huile et l'eau ne se mélangent pas? Elle est fascinée par l'idée que tout est fait de minuscules particules, que comprendre leur comportement vous aide à prédire les résultats. Comme les gens, a-t-elle dit la semaine dernière. Si on sait de quoi ils sont faits à l'intérieur, on peut deviner ce qu'ils vont faire. 7 ans est déjà plus sage que ses parents ne l'ont jamais été. Le fonds fiduciaire croît tranquillement, investi dans des fonds indiciels ennuyeux mais stables. Au moment où Léa aura 25 ans, il devrait valoir environ 4 millions d'euros, en supposant des rendements boursiers standards. Elle ne le sait pas encore. Pour l'instant, elle n'est qu'une petite fille qui aime les tournesols et le chocolat chaud, qui lit 3 niveaux au-dessus de sa classe et qui peut repérer un menteur à 50 mètres. L'argent sera là quand elle en aura besoin. Mais les compétences que je lui enseigne maintenant, c'est ça, le véritable héritage. Les gens me demanderont parfois si je suis seule. La vérité est que j'étais plus seule quand David et Rachel étaient dans ma vie, faisant semblant de se soucier de moi tout en complotant ma mort. Maintenant, entourée de ma famille choisie, enseignant à Léa, travaillant avec des groupes de défense des personnes âgées, mes journées sont remplies d'une manière qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. Le mardi, c'est le club de belote. Le mercredi, c'est le bénévolat à l'hôpital. Le jeudi, c'est le club de jardinage. Le vendredi, c'est la soirée cinéma avec Léa. Les week-ends, nous explorons les musées, les parcs, les marchés fermiers. Elle me tient la main non pas parce qu'elle doit le faire, mais parce qu'elle le veut. C'est ça, la différence. Le lever du soleil a l'air différent maintenant, peint avec des connaissances que j'aimerais ne pas avoir, mais que je ne peux pas nier. Mon fils voulait que je meure. Ce n'est pas un poids qui s'efface complètement. Mais chaque matin, Léa entre à pas feutrer dans ma chambre dans son pyjama de dinosaure, se glisse dans le lit à côté de moi, et nous regardons la lumière se répandre sur le jardin ensemble. « Encore un jour, mamie », dit-elle, comme si c'était une célébration. Et ça l'est. Chaque jour qu'ils n'ont pas réussi à prendre est un jour que je peux garder. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.